Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. 60 ans après les massacres du 17 octobre 1961, c'est la première fois qu'un président français se rend sur les lieux du massacre dont le nombre de morts est estimé par les historiens entre 120 et 200 martyrs. Rabbi yarhamhum. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, reconnaît à l'issue d'une cérémonie de commémoration officielle tenue à Paris sur les berges de la Seine de crimes inexcusables pour la République. L'Élysée a indiqué aussi dans un communiqué que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République française. Il convient de noter que c'est le premier président français qui a osé aller au-delà d'une reconnaissance de la répression. Un geste vu par plusieurs experts et témoins comme insuffisant face à l'atrocité des crimes commis cette nuit du 17 octobre 1961. En même temps, l'Algérie s'apprête à commémorer ces massacres du 17 octobre sur fond de tensions avec la France. M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé une nouvelle décision en cette occasion. Selon un communiqué de la présidence, le président de la République a décidé d'officialiser l'observation d'une minute de silence chaque année à travers tout le territoire national à compter d'aujourd'hui, lit-on dans le communiqué de la présidence. Une page de l'histoire qui continue à faire couler de l'encre. Rappelons-nous des déclarations de Macron faites pendant sa visite à Alger en 2017, en tant que candidat à la présidence, qualifiant la colonisation française comme crime contre l'humanité. Oui, il est vrai qu'en 2018 aussi, Macron avait reconnu, au nom de la République française, que Maurice Audin avait été enlevé, séquestré, torturé, puis éliminé par l'armée française. Il est aussi vrai qu'en mars 2021, il avait reconnu également que l'avocat nationaliste Ali Boumendjel avait bien été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. C'est bien peu, égard aux dizaines de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés par le colonialisme français en Algérie entre 1830 et 1962. M. Macron a aussi dénoncé l'exploitation de la rente mémoriale par le pouvoir politico-militaire algérien. Faut-il le rappeler que les Algériens n'ont pas attendu cette sortie médiatique pour le savoir. Serait-il pour autant indemne de tout reproche sur la question mémoriale, notamment celle concernant la colonisation de l'Algérie? L'histoire continue, il y a un lien fondamental entre les diverses luttes menées et les sacrifices consentis pour l'ensemble de notre histoire. Des luttes au nom desquelles a été projeté l'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale. Cet idéal a été trahi dès l'indépendance. À l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la question qu'on doit se poser, qu'avons-nous fait de cette indépendance? Qu'avons-nous fait de tous les sacrifices de nos valeureux chouhada? 60 ans après, le bilan est catastrophique. Un immobilisme gouvernemental et un échec sur tous les plans, politique, économique, social, sanitaire, et j'en passe. Un pays qui marche sur sa tête. Oui, un pays qui marche sur sa tête, où le rêve d'une Algérie libre et indépendante est interdit, où la jeunesse ne rêve que de quitter le pays, en forme des médecins, des ingénieurs, des architectes et des professeurs, pour les déformer ensuite par un avenir quasi inexistant. Les Algériens continuent d'être exclus de la décision politique, humiliés, délaissés, opprimés et privés de leur liberté et de leur dignité. La violence d'État continue de fonctionner comme une incurable pathologie concrétisée par le mépris, le mensonge et l'oppression physique et psychologique. Dans cette perspective, on peut dire que le Hirak s'inscrit dans la continuité du temps historique. Il poursuit le combat inachevé pour libérer le pays et le peuple. Le Hirak est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés des milliers de martyrs du 8 mai 1945 et de la guerre de libération. Face à la répression actuelle, en scrutant l'histoire, on sait qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. L'Algérie, ce grand pays, par sa beauté, par son potentiel humain, par sa richesse
et surtout par la résilience de son peuple, finira à récupérer son pays confisqué. « 17 octobre 1961, 17 octobre 2021, où va l'Algérie ?» C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités, dont Monsieur Olivier Lecourt, le grand maison, qui est politologue, qui est avec nous depuis Paris. Je pense que Monsieur Olivier Lecourt est avec nous. Bonsoir, Monsieur Olivier Lecourt. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir et merci pour cette invitation. Pardon. Merci beaucoup à vous. On aura le plaisir aussi d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. M. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir au grand professeur politologue pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et de reconnaissance pour ses écrits et ses dénonciations. Merci, professeur. Merci, Mohamed Khelfaoui. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Ali Aïdjoudi, président de Riposte Internationale, qui sera avec nous depuis Paris, et M. Sadr Sellam, historien, qui sera avec nous depuis le sud de la France. Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Je vous donne la parole. Donc, vous avez marché aujourd'hui à Paris pour commémorer donc cet anniversaire, 60 ans après ces massacres du 17 octobre 1961. Quel est votre sentiment? Alors, tout d'abord, rappeler que cette manifestation a été appelée par un collectif unitaire qui, cette année, a obtenu le soutien de plus de 120 organisations politiques, organisations syndicales et associations. Les revendications principales de ce collectif sont les suivantes. La reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 comme crime d'État. Et de ce point de vue-là, avec beaucoup d'autres, je pense que la déclaration d'Emmanuel Macron hier est très en deçà de ce que nous serions en droit d'attendre, puisque Emmanuel Macron feint de croire et veut faire croire que ce massacre est uniquement imputable à Maurice Papon, ce qui est une contre-vérité à la fois historique,
institutionnelle et politique, puisque toutes celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet savent que Maurice Papon exécutait les ordres écrits ou oraux, la politique décidée par le gouvernement à l'endroit du FLN et à l'endroit de la Fédération de France du FLN, plus spécifiquement lors des rassemblements pacifiques du 17 octobre 1961. Je vais revenir, Monsieur Olivier Lecourt, sur ce communiqué de l'Élysée. Donc, on a vu pour la première fois le président français rendre hommage à ces victimes du 17 octobre 1961. Mais comment peut-on qualifier le geste du président français Emmanuel Macron? Le communiqué de l'Élysée parle, il reconnaît les crimes, il parle des crimes inexcusables commis sous l'autorité de Maurice Papon. Et là, bien sûr, il définit, donc si on peut, ou il limite la responsabilité au profit, au préfet de la Seine, qui était donc Maurice Papon, ce temps-là, et il ne parle plus de la responsabilité des institutions de l'État, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, alors qu'il y avait beaucoup de voix qui parlaient des crimes d'État du 7 octobre 61. Oh, Monsieur Olivier, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, j'ai entendu votre question, absolument. Ah, très bien. Donc, comment vous avez trouvé le geste de Macron? Allez-y, je vous en prie. Alors, sur ce point, j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant des médias français. Je crois que le petit pas d'Emmanuel Macron est très précisément fait pour n'avoir pas à en faire un plus grand. Il pratique une fois encore l'esquive langagière et politique pour ne pas avoir effectivement à qualifier les massacres du 17 octobre 1961 de crime d'État. Ce qu'il dit à propos de la responsabilité prétendument exclusive de Maurice Papon est une mauvaise fable qui ne tient pas devant ce que l'on sait, devant ce qui a été établi par ceux qui ont travaillé sur le 17 octobre 1961, et cela ne tient pas non plus sur ce que l'on sait en matière de fonctionnement des institutions de la Ve République en période de crise et a fortiori, si j'ose dire, confronté à une situation exceptionnelle. Encore une fois, faut-il le rappeler, Maurice Papon est l'exécutant d'une politique dont l'objectif était, au-delà du 17 octobre 1961, et Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, l'a exprimé très clairement, dont l'objectif était non pas seulement d'empêcher ces rassemblements, mais de casser la Fédération de France du FLN sur le plan financier, sur le plan structurel, sur le plan militant, en effectivement commettant un massacre et un crime d'État. Et comment donc, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en France, en termes de politique intérieure, on sait qu'il y a des élections présidentielles dans 6 mois, on fait que même le président Macron n'a pas fait de déclaration, on s'est contenté à un communiqué de l'Élysée. Tout à fait, et de ce point de vue-là, et pour mesurer au fond la pusillanimité confirmée du chef de l'État, il faut comparer ce qui a été fait pour les harkis, une déclaration en bonne et due forme, la désignation des responsables et une proposition de loi incluant des réparations. Relativement aux victimes du 17 octobre 1961, nous n'avons pas de discours, nous avons une déclaration relativement limitée du chef de l'État qui ne qualifie pas le crime, qui ne nomme pas l'État qui est à la fois responsable et coupable, qui ne dit rien sur le libre accès aux archives et qui se dédie, si j'ose dire, relativement à la construction d'un lieu de mémoire. Et comment vous voyez maintenant, Monsieur Olivier Lecourt, on a vu la diaspora algérienne aussi se manifester avec vous aujourd'hui, mais dans un autre dynamisme, c'est la dynamique du Hirak qui demande aussi un changement politique en Algérie, un changement du système. Les déclarations dernières de Monsieur Emmanuel Macron avaient précisé que le système politique militaire en Algérie était fragilisé par le Hirak.
Oui, alors sur les déclarations d'Emmanuel Macron, sur le fond, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que Emmanuel Macron est prêt pour des considérations électoralistes à remettre en cause conjoncturellement les relations entre la France et l'Algérie, et que par ailleurs, rappeler que sur le fond, je pense que tout ça va être rapidement soldé, notamment du point de vue du côté français, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons d'intérêt financier, d'intérêt sécuritaire et militaire, parce que sur le fond, les autorités françaises, hier et aujourd'hui encore, préfèrent à Alger un pouvoir fort, un pouvoir qui est d'ailleurs prêt à réprimer celles et ceux qui se battent contre la corruption et pour la démocratie, et un pouvoir à qui, par ailleurs, les autorités françaises demandent de participer à la lutte contre ce qu'il est convenu d'appeler les flux migratoires. Et donc il s'agit là de quelques gestes à destination de l'électorat français, puisque à l'évidence, le président Emmanuel Macron est en campagne, quand bien même il cherche à faire accroire l'inverse. Et évidemment, le communiqué de l'Élysée relativement au massacre du 17 octobre 1961 est également déterminé par cet agenda politique et les élections à venir. Comment vous pouvez définir ce Hirak, cette révolution pacifique qui a commencé en 2019, Monsieur Olivier Lecourt, je sais que vous suivez beaucoup l'actualité algérienne aussi. Comment on peut la décrire, ce soulèvement populaire, sachant qu'il y a des problèmes donc entre les relations entre Alger et Paris? Alors, je précise que si j'ai beaucoup travaillé et écrit sur la question de la colonisation, je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie contemporaine. De mon point de vue, le Hirak est l'un des plus impressionnants mouvements politiques de masse, pour le dire en ces termes. Monsieur Olivier Lecourt, Monsieur Olivier Lecourt, non, je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de le rappeler très rapidement pour donc essayer d'avoir sa réponse par rapport à cette question. Mohamed Khelfaoui, je vous donne la parole. Donc 60 ans après ces massacres, quel est votre sentiment, Mohamed Khelfaoui? Certes que Emmanuel Macron a fait un geste, mais d'après beaucoup d'experts, c'est un geste qui est insuffisant. Mohamed Khelfaoui. Oui, comme geste, il est tout à fait insuffisant. On s'attendait à autre chose. On se demande pourquoi cette France veut maintenir cette plaie toujours béante. Pourquoi ne pas la fermer? Quel est son intérêt? D'autant plus que cette plaie, ou ces plaies, si vous voulez, quand je dis cette plaie, ces massacres, depuis le sinistre Bugeaud avec des enfumades qui ont donné des idées aux nazis, pourquoi la France maintient ça et de temps en temps, elle remue le couteau dans la plaie? Mohamed Khelfaoui, oui. Je m'excuse, Mohamed Khelfaoui, je vous ai coupé la parole parce qu'on a avec nous M. Olivier Lecourt qui est de retour. On va juste terminer cette intervention. Okay. Je vais vous donner la parole très rapidement, Mohamed Khelfaoui. Excusez-moi. Monsieur Olivier Lecourt, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Excusez-nous, on vous a perdu. Vous avez commencé donc à répondre à cette question. Je vous en prie. Sur le Hirak ou sur la dernière question? Absolument, sur le Hirak et aussi sur comment vous voyez ces relations entre Alger et Paris. Relativement aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron, encore une fois, je pense qu'elles sont déterminées par des considérations électorales. J'ajouterais ceci que la difficulté qu'il y a en France à reconnaître les crimes coloniaux est entre autres liée à cette raison que la construction de l'Empire, la gestion de l'Empire, les politiques coloniales ont impliqué au moins 3 républiques, la 3e, la 4e et la 5e, que cela remet en cause le grand mythe national républicain, cela remet en cause également des mythologies partisanes, celle de la SFIO, du Parti socialiste, mais également de la direction du Parti communiste, et cela remet en cause également des grandes mythologies personnelles,
Je pense en particulier celles qui entourent, entre autres, Michel Debré, l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, mais aussi, d'une certaine façon, le général de Gaulle, dont il faut rappeler qu'il a couvert les massacres du 7 octobre 1961 et couvert également le mensonge d'État qui a immédiatement suivi ces massacres. Très bien. L'Algérie a beaucoup changé, Monsieur Lecourt. Maintenant, cette jeunesse, on l'a vu, on a parlé du Hirak. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution, de cette jeunesse qui veut récupérer son pays, si on peut dire, qui veut construire ce pays par la liberté, par l'indépendance de la justice. Quelle est votre lecture par rapport à cette révolution, par rapport au Hirak? Écoutez, je l'ai dit avant sans doute que nous soyons coupés. De mon point de vue, je ne suis pas spécialiste, je le précise immédiatement, de l'Algérie contemporaine. Relativement au Irak, il s'agit pour moi de l'un des mouvements politiques de masse les plus importants surgis en Algérie, mais plus généralement au Maghreb, qui se dresse effectivement contre ce qu'on pourrait nommer au fond, et depuis fort longtemps en Algérie, une révolution trahie du point de vue de l'émancipation, trahi du point de vue de la libération, trahi sur le plan économique et social, un pays riche pour un peuple pauvre, pour reprendre cette formule. Et donc, il me paraît normal, parfaitement légitime, que celles et ceux qui se rassemblent très régulièrement à Alger et ailleurs et dans tout le pays manifestent pour la démocratie, contre la corruption et pour une Algérie véritablement libre et démocratique. Est-ce que vous pensez, on va finir avec cette question, Monsieur Olivier Lecourt, est-ce que vous pensez que la France officielle peut accompagner donc ces aspirations du peuple algérien? Non, je suis à peu près convaincu du contraire, et même tout à fait convaincu du contraire, pour des raisons qui sont liées à la politique de la France au Maghreb d'une part et dans ses anciennes colonies en Afrique de l'Ouest, où globalement, ce que nous savons, c'est que la France, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons liées à ce qu'il est convenu d'appeler les questions migratoires, pour des raisons d'intérêt économique et financier et sécuritaire, et a toujours soutenu des pouvoirs forts, des dictatures, y compris fût-ce au prix de l'écrasement par ces dictatures de mouvements populaires, démocratiques, luttant contre l'exploitation et l'oppression. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison. Merci d'avoir participé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes politologue et vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Mohamed Khelfaoui, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Je vous la rends. Donc, vous avez commencé à répondre sur cette question. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez entendu? Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, a dit que ça m'étonnerait que la France officielle va accompagner les aspirations du peuple algérien. Comment peut-on lire cette page de l'histoire, Mohamed Khelfaoui? Il y a beaucoup de dates historiques, il y a beaucoup si on peut dire, d'incompréhension des deux côtés, surtout du peuple algérien. Comment peut-on tourner la page? Est-ce qu'il faut il faut réécrire l'histoire? Comment vous voyez les choses? Je sais pas, je les vois je dis plus simplement que ça. La France, l'Europe, l'Occident de manière générale a une expérience. Ils ont bien fermé le cahier ou le livre, comme vous voulez, ou le bloc-notes concernant les Juifs et le massacre des Juifs. Ils l'ont fait, ils se sont excusés tous, aussi bien l'Allemagne que la France que les autres. Pourquoi ils ne le feraient pas en Algérie? Ils ont bien fermé ou ils ont bien voulu fermer définitivement le passage affreux de l'esclavagisme. Et ils ont demandé pardon, ils ont fait des choses. Et pourquoi ils ne le feraient pas avec l'Algérie, où ils ont massacré plus de 5 millions de citoyens paisibles? Pourquoi? Même ceux qui ont pris les armes, ils demandent leur liberté. Comme eux, ils ont demandé leur liberté face à l'Allemagne qui les a envoyés plusieurs fois depuis 1870.
il y a de la mauvaise foi ou veut-on maintenir l'Afrique de manière générale, et je parlerai de l'Algérie, comme étant, et la phrase a été bien dite, toujours l'ancienne colonie. On fait ce qu'on veut, on prend comme on veut, et on vous fait chanter, ou alors on vous bloque économiquement, ou dans tous les cas. Lorsque Macron parle de Hirak, on n'a pas besoin de lui. Nous avons dit, Hirak, on n'a pas besoin, et on affrontera ces gens-là qui veulent semer le doute ou parasiter la vie sereine. Nous, Hirak, nous avons demandé, nous continuons à le demander. Notre dernière sortie, l'appel de notre congrès pour faire avancer la demande populaire, nous sommes là, mûrs pour notre pays, sans vouloir casser notre État ou la déstabiliser, et nous nous opposerons à tout un chacun qui essaie de semer le doute entre l'État, peuple et armée. Ça, c'est des affaires internes, c'est de la manipulation de bas niveau et franchement mesquine, méprisable. Ce qui lui est demandé, ce n'est pas de s'ingérer ou de parler de mémoire ou de système politique militaire. C'est nous qui le disons, nous le savons, et l'histoire le dit. On n'a pas besoin de manipulation d'un jeune homme. Nous sommes assez mûrs, nous connaissons notre pays, le sang a coulé à plusieurs reprises. Très bien. Et nous assumons tout ça et nous allons de l'avant. Aujourd'hui encore, nous appelons, et nous avons fait un appel pour lequel nous avons besoin d'un congrès pour réunir tout le monde et nous adresser à notre État, pas à la France, à notre État, pour lui dire voilà ce que nous attendons et voilà ce que vous pouvez faire, toujours dans le possible et pas après pas, un pas après l'autre. D'ailleurs, on se démarque de tout ce qui est politique, tendance politique, de tout ce qui est tendance idéologique, pour rassurer l'autre parti, et on avance. On n'a pas besoin ni de Macron, ni de... Je n'ai pas cité les gens qui ne nous ont pas cités. Très bien. C'est décevant. C'est cette classe politique que ce qu'elle représente. Elle est aigrie, elle est amère envers un pays qu'elle a perdu, qu'elle veut récupérer, ou je ne sais quelle vengeance ils ont derrière la tête. Parler de celui-là même qui fait la une de tous les journaux, juif d'Algérie, il n'a pas oublié que le monde entier a demandé pardon aux Juifs, et il refuse le pardon au peuple algérien qui s'est battu, qui a été, lui, avant les Juifs, enfumé. Les enfumades de Bugeaud, Pélissier et toute cette bande de criminels, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Tout ce qui est atroce, tout ce qui est vil, ils l'ont fait. Aujourd'hui, on refuse de reconnaître ça et de dire au moins que c'est une vérité. Mais aussi de l'autre côté, Mohamed Khelfaoui, du côté d'Algériens, on n'a pas mentionné ces crimes, on n'a pas essayé de mettre la pression sur la France dans les années 70. Dans les années 80, il fallait attendre donc ce temps-là un livre qui a été qui est apparu, qui a parlé de ces crimes, et c'est là qu'on a commencé à entendre les Algériens parler de ces massacres. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On a avec nous M. Sadr Sellam, qui est historien. M. Sadr Sellam, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci à vous, M. Sadr Sellam. Avant de vous prendre, de vous donner la parole, Sadr Sellam, on va essayer juste de voir ces images donc, de la marche qui a été organisée à Paris par les Français, mais aussi par les Algériens, la diaspora algérienne, pour commémorer le 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. On regarde.
« 17 octobre, on n'oublie pas », vous avez entendu. Sadr Salem, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes historien, Sadr Salem, et vous avez aussi écrit un livre qui a parlé qui parle de Ahmed Boumendjel, je pense le frère d'Ali Boumendjel, et comme on voit donc cette image à l'écran. Sadr Salem, comment vous avez trouvé donc le geste de Macron, bien sûr un communiqué de l'Élysée qui parle des crimes inexcusables commis sous l'autorité de Maurice Papon? Bien, contrairement aux apparences, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce geste-là, puisque le communiqué de l'Élysée d'hier reprend exactement la formule utilisée par Jacques Chirac à la fin de son deuxième mandat concernant les tueries du 8 mai 1945. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on insiste sur la culpabilité du seul préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Or, Jacques Chirac, quand il a eu le courage de prononcer le discours des Veldives, il n'a cité ni Bousquet, ni Laval, ni Darquet de Pellepoix. Il a reconnu la culpabilité de tout l'État français, sans citer de nom. Et cette manière de saucissonner, de couper en rondelles les responsabilités et de hiérarchiser les culpabilités, c'est un problème qui oblige à expliquer cet usage des mémoires à des fins purement politiciennes compte tenu de la période électorale. On s'adresse à des groupes sociaux pour les amener à voter dans le cadre de la pêche aux voix et on hésite à régler le fond du problème. Ce problème peut être réglé par un discours plus bref que de celui de Chirac de 1995 qui consisterait à reconnaître tous les crimes contre l'humanité de la colonisation depuis le début de la conquête. Il suffit de condamner fermement le système colonial. Or, depuis Sarkozy, la visite de Sarkozy de 2007 en Algérie, Sarkozy est un spécialiste des éléments de langage, il a fait travailler des mots, etc., qui ont choisi des formulations en fonction du volume des contrats. S'il y avait plus de milliards à rapporter d'Algérie, il aurait été beaucoup plus dur dans la condamnation du colonialisme. Aujourd'hui, on a quelque chose de tout à fait comparable, mais en fonction du paquet de voix que rapportent les repentances, les reconnaissances, les pardons, etc. Or, à chaque fois qu'il y a une excuse présentée à une famille, ça crée des mécontentements chez des millions d'autres familles. Par exemple, quand on reconnaît que Boumendjel a été assassiné par les paras sur la base des aveux de Ossaref, à la même période, c'est Benhidi qui a été étranglé avec le feu vert de François Mitterrand. Alors la famille de Benhidi attend toujours. On a le cas du seul polytechnicien algérien qui était directeur des affaires économiques au gouvernement général, Salah Bouakoui, qui a été noyé par les services français en 1961. Alors la famille Bouakoui va avoir droit à une excuse au bout du 4e mandat de Macron, parce que s'il est sur les traces de Bouteflika, ça risque de durer longtemps. Un autre cas que je signalais dans mon livre sur Boumendjel, c'est le cas d'Aïssa Tidir.
Aïssa Tidir a été libéré avec plusieurs milliers d'hébergés qui étaient au camp de Paul Gazelle par Delouvrier pour donner des signes d'apaisement. Mais le jour où il devait être libéré, on l'a trouvé brûlé dans sa cellule. Et Delouvrier, dans des textes inédits, accuse le colonel Yves Godard des Paras de l'avoir brûlé dans sa cellule. Et alors, je pense que Delouvrier, aux yeux de Macron, est beaucoup plus crédible que le criminel Ossarès. Si on donne le texte de l'ouvrier à Macron, est-ce qu'il va présenter des excuses aux descendants de Aïssa Tidir? Et il faudrait faire ça pour tous les civils massacrés, à chaque fois au titre de la responsabilité collective pour venger une embuscade de la LN. On pouvait massacrer jusqu'à 400 civils. Or, ces civils, ça passe au perte et profit. Donc, si vous voulez, pour revenir au 17 octobre, c'est un crime. Et pourquoi, d'après vous, Sadr Selam, pourquoi, d'après vous, Emmanuel Macron a évité de mentionner que ces crimes étaient des crimes d'État, alors qu'en 2017, il avait reconnu, quand il était candidat à la présidence, que la guerre d'Algérie était donc crime contre l'humanité. Et il n'était pas encore président, mais une fois élu président, il a rétropédalé. Il n'a pas assumé les déclarations de février 2017 qu'il a faites devant ses amis Bouchouarem, Haddad, etc., qui sont tous en prison ou dans l'exil. Non, ce qu'il lui reprochait maintenant, si vous voulez, le rapport Stora a été commandé la première fois pour la réconciliation franco-algérienne. Puis après, on lui a dit de changer la rédaction pour les réconciliations des mémoires françaises liées à la guerre d'Algérie. Donc c'est devenu une œuvre surhumaine qu'un seul historien, aussi brillant soit-il, ne pouvait pas accomplir tout seul. Il aurait fallu une commission. Or, en matière de réconciliation franco-algérienne, on ne peut pas dire que ce soit bien réussi. On n'a jamais eu de crise aussi grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Et c'est dû au fait que du côté algérien, on a beaucoup de chicaya à leur adresser, mais on s'est tout de suite aperçu qu'il y a une instrumentalisation à caractère électoraliste des mémoires. Et je passe sur les détails, le pardon présenté au Harki, ça a été accompagné de promesses de nomination de ministres fils de Harki. Mais Sadr Selam, vous avez parlé d'instrumentalisation. Est-ce que vous pensez aussi que du côté des autorités algériennes, du pouvoir algérien, on a essayé aussi de faire le blackout? Vous êtes historien, vous pouvez le confirmer. Par rapport donc à ces crimes dans les années 70, dans les années 80, sachant que beaucoup de personnes qui s'opposaient, donc des personnalités comme Aït Ahmed ou d'autres qui s'opposaient donc au régime algérien, se trouvaient à l'extérieur. Non, du côté algérien, il y aurait beaucoup à dire, mais on ne peut pas obliger les Algériens à répondre à un rapport comme il y en a des dizaines. Le président Tebboune a fini par répondre, mais un peu sur le tard, à des déclarations un peu qui déforment l'histoire du président Macron, mais il n'appartient pas à un président de répondre à un rapport d'historien. Bon. Mais concernant l'Algérie, est représentée à Paris par la mosquée de Paris. Mais Sadr Selam, parce qu'on doit juste comprendre cette... Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je veux juste... Il était mêlé à la répression du 17 octobre, M. Hamza Boubacar. Mais si on revient un peu, vous avez parlé, parce que beaucoup disent que Macron est allé plus loin que les autres, que ses prédécesseurs, Sadr Selam. Il a parlé de crimes contre l'humanité. Il a parlé de Maurice Audin, la responsabilité de l'armée française. Il a parlé de Ali Boumendjel, la responsabilité de l'armée française. Tebboune aussi avait parlé très positivement de Macron, qu'il avait dit que c'était... Il a parlé de crimes contre l'humanité quand il n'était pas président. Après, il a rétropédalé quand il est devenu président.
Et il s'est mis à couper en rondelles les mémoires pour les utiliser à des fins électorales. Mais pour le recteur de la mosquée, Hamza Boubacar, était complice de Papon dans la répression. Il était au téléphone avec lui tous les soirs. Et en tant qu'institution, la mosquée de Paris, aujourd'hui, qui dépend de l'Algérie, est tenue de s'expliquer et de s'excuser. Mais il y a des criminels. Sadr Selam, juste pour vous dire que vous êtes responsable, ce que vous êtes en train de dire, qu'on n'a aucune responsabilité par rapport à ces déclarations. Tfadal si Sadr. Sadr Selam. Sadr Selam, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'on l'a perdu. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous sur cette instrumentalisation de notre histoire, du côté français, mais aussi du côté des pouvoirs algériens. On a tout fait pour ne pas faire la pression sur la France par rapport à ces crimes, surtout à cette date historique du 17 octobre 61. Cette affaire a commencé, donc les Algériens ont commencé à la connaître dans les années 90. On n'a pas entendu les autorités algériennes faire la pression sur les gouvernements en France dans les années 70, dans les années 80. Vivent des situations où ils désignent des priorités, mais si mes souvenirs sont toujours bons, l'Algérie a toujours fêté et rappelé le 1er novembre, chose qui ne se fait pas dans les autres pays. Ailleurs, on célèbre les dates d'indépendance, les anniversaires d'indépendance. L'Algérie célèbre jusqu'à aujourd'hui le 1er novembre 54, le 5 juillet ou le 3 juillet, c'est comme vous voulez. Le 17 octobre a toujours été évoqué, rappelé à travers radio et chaînes de télé, ça il faut le dire, du temps de Bouteflika. Bouteflika avait parlé. Oui, on parle du temps de... Moi, je vous ai posé la question sur les années 70 et les années 80. On n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu les autorités algériennes parler de crimes qui concernaient donc cet apport des Algériens qui étaient en France et de cette date, du 17 octobre 1961. Je suis très mal placé pour parler des années 70. Mohamed Khelfaoui, parce que... Honnêtement, en toute honnêteté, je n'ai pas quelque chose. Ce que je voyais, c'est comme tous les jeunes Algériens de mon âge à l'époque. On était jeunes, lycéens ou étudiants. Et ce que je sais, c'est qu'il y a toujours eu ces évocations de notre guerre, l'histoire, les films, etc. Ensuite, les choses se sont libérées et les gens se sont mis à écrire. Il faut dire que même du point de vue histoire, parler de l'histoire ou là de Zouaman, les héros, etc. de la révolution algérienne, et il semble que ce n'était pas facile, ce n'était pas évident pour ceux qui savaient. Et donc après, il y a eu cette ouverture et donc tout est ouvert. Les choses ont changé. À l'époque, vous me parlez par exemple du temps où Mitterrand était président français, vous allez demander au ministère de l'Intérieur qui défendait l'Algérie française de reconnaître... Non, c'était pas... Peut-être. Là, c'est pas... Très bien. Merci Mohamed Khelfaoui. Je vais vous rendre la parole, Mohamed Khelfaoui, parce qu'on me dit que Sadr Selam est avec nous. Si Sadr Selam, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Voilà, on vous a perdu, Sadr Selam. Vous avez commencé à répondre. Tfadal. Bon, le problème, ces débats ont été relancés par la loi du 23 février 2005, votée par des parlementaires français totalement ignorants de l'histoire, qui vantaient les aspects positifs de la colonisation. Et le président Macron, dans sa déclaration qui a mis le feu aux poudres, s'est mis exactement dans la situation des députés de 2005. C'est-à-dire qu'il a fait une incursion dans l'histoire de l'Algérie ottomane que personne ne connaît en France. L'historiographie française a décidé de ne pas étudier l'Algérie ottomane et venir, sous prétexte de réconcilier les mémoires, nier l'existence d'un État qui a reçu une trentaine de consuls de France. On appelait
le Dey d'Alger, à Paris, on l'appelait le roi de France. Il passait même pas par Istanbul. C'était un État indépendant. Donc comment voulez-vous qu'il y ait un vrai dialogue quand on en arrive à régler des problèmes? Vous savez que la vraie raison de cette déclaration inconsidérée du président Macron, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, c'est la France a un manque à gagner de près de 20 milliards depuis son arrivée au pouvoir. Et c'est le résultat du refus de proroger les 450 000 visas de 5 ans accordés aux Algériens par Hollande. Et dans le même temps, vous avez les contrats avec la Turquie qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est la raison pour laquelle Macron a associé de manière tout à fait inattendue la Turquie à son ijtihad sur la non-existence de la nation algérienne. Mais aussi Sadr Sellam, pas que Sadr Sellam, il a parlé aussi de la nature du régime du système politique militaire, donc il a parlé du système politique en Algérie, qu'il a qualifié de système politique militaire, mais aussi il a clarifié la question des visas, la diminution des visas, qu'elle allait toucher les responsables et leurs familles. Est-ce que vous pensez que c'est ces déclarations qui ont fâché les vrais responsables ou les vrais détenteurs de pouvoir en Algérie? Son refus de prolonger les 450 000 visas de 5 ans, c'était infiniment plus grave que la réduction de 50%. Mais ça a été passé sous silence parce qu'on n'était pas en campagne électorale. Et porter un jugement favorable sur le président pour l'opposer aux décideurs, c'est pas le meilleur moyen à rendre à Temoun, qui a dû être convoqué le soir même par les vrais décideurs. Et ils ont dû lui dire comment tu vas te plaindre au téléphone de nous auprès d'un président étranger. C'est antidiplomatique, cette sortie. C'est le meilleur moyen, sans parler du fait que beaucoup de Français ont cru que l'armée algérienne allait supplanter l'armée française au Mali, depuis que le président Macron a dit qu'il mettrait fin à l'opération Barkhane. Mais il a compris que l'armée algérienne n'est pas disposée à aller jusque-là. Donc c'est cette accumulation de déceptions. Il y a des tensions non médiatisées depuis un an et qui ont amené à ce mélange entre la diplomatie, les élections, la mémoire, la période ottomane. C'est un millimélo qui a choqué et étonné tous les historiens sérieux. Mais quand il avait parlé, quand il a dit Sadr Sellam, est-ce que vous pensez que beaucoup d'Algériens peut-être lui donnent raison quand il avait qualifié que le système politico-militaire était fragilisé par le Hirak, sachant que on est en train de parler de l'Algérie d'après indépendance, de 60 ans après. Non, écoutez, quand il dit que tout ce qui se publie sur l'Algérie est faux et que de Paris, on va envoyer la bonne parole après sa traduction en arabe et en berbère, il y a des centaines de livres en arabe sur les crimes contre l'humanité française. Il suffit de les traduire pour l'opinion française. L'opinion française a besoin d'être éclairée. Elle n'a pas besoin de l'historiquement correct dans lequel on s'enferme en ce moment pour des raisons purement électorales. Les Algériens qui doivent... Mais évidemment, quand quelqu'un dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, même si c'est un ennemi, on est d'accord avec lui. Mais ce n'est pas... Si c'est purement électoral, Sadr Sellam, c'est purement électoral, pourquoi? Pourquoi dire le système est politico-militaire en Algérie? Qu'est-ce que ça a à voir, cette déclaration, avec l'électorat français? Ça donne bien cause à tous les descendants de l'OAS, de fils d'Haki, etc., qui sont eux aussi dans la haine. Quand ils parlent de haine, la haine, il suffit d'aller dans le midi de la France, là où on vote Front National, il y a la haine de l'Algérien, pas de l'État algérien. Non, c'est un discours univoque qui est tout à fait inacceptable et qui n'est pas conforme à la réalité historique.
Et pourtant, on a vu aujourd'hui, Sadr Selam, on a vu aujourd'hui des Français défiler pour commémorer donc, et reconnaître qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des massacres. On a eu en première partie dans cette émission M. Olivier Lecourt, Grand Maison, qui a parlé aussi de pourquoi la France n'est pas allée aussi loin, ou Macron n'est pas allé aussi loin pour qualifier ces crimes de crimes d'État. Est-ce que vous pensez aussi, la question qui se pose, qu'est-ce que nous, en tant qu'Algériens, nous avons fait de cette Algérie 60 ans après? Et ça, c'est un débat algéro-algérien. Ce n'est pas au président français de trancher ça. C'est contraire aux règles diplomatiques de respect de la souveraineté et de non-ingérence. Mais cette prétention paternaliste de venir instruire les Algériens qui auraient été induits en erreur pendant 60 ans, en leur traduisant en arabe et en berbère la bonne parole qui doit être rédigée par des historiens évidemment triés sur le volet en fonction de leur docilité, ça c'est inadmissible ça. Et puis, est-ce que on peut traduire un texte historique scientifique dans le berbère, dans l'état actuel du berbère? Moi, je souhaiterais que ce soit faisable. Pourquoi faire un clin d'œil au MAC par cette proposition de traduire en berbère? C'est une manière de mettre de l'huile sur le feu. Le régime algérien, à la Maghrébia, je suis passé plusieurs fois, on a toujours dit ce qu'on pensait de ça, et on souhaite une vraie démocratie. Mais on va pas tout de même donner raison à Macron sur cette demi-phrase, alors qu'il a tort sur tous les autres points. Très bien. Ce n'est pas une question de donner raison à M. Macron, c'est juste de débattre par rapport à ses déclarations. Restez avec nous, Sadr Selam. On va donner la parole à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, on a parlé vous avez parlé commencé à répondre donc à cette question d'instrumentalisation des pouvoirs algériens, de cette rente mémorielle. Est-ce que vous pensez que les autorités en Algérie, que le pouvoir en Algérie essaye donc de récupérer cette page de l'histoire et si on peut dire, de faire la diversion par rapport à ce qui se passe à l'intérieur? Sinon, si vous voulez, entre Algériens, on discute cette exploitation de l'histoire au profit d'un maintien de certaines personnes au Chi, entre Algériens, oui, mais chapeauté par la déclaration de Macron, je refuse. Ceci étant, nous avons dit bien avant lui, le peuple algérien, moi personnellement je l'ai écrit, c'est la légitimité révolutionnaire est terminée avec les hommes qui sont partis là pour ceux qui sont là et qui ne sont pas au pouvoir et qu'il faut aller chercher une autre légitimité. On reste dans le contexte national de l'Algérie sans ce que diffuse le venin de Macron. Non, on n'accepte pas. Il ne va pas nous apprendre ça. On connaît mieux que lui notre pays. Les pierres nous connaissent et nous connaissons nos pierres. Même les pierres nous connaissent. Les rues nous connaissent. Donnez-moi la permission de dire, les chiens nous connaissent et nous les connaissons également. Alors donc, il s'occupe d'autre chose. On est très sensible sur cette question. Et il ne faut pas venir manipuler le Hirak et dire qu'il a affaibli ou qu'il n'a pas fait. Le Hirak demande quelque chose pour, au contraire, rendre notre État plus fort. Nous demandons ce que nous avons demandé, on peut le répéter, un État de droit, une ouverture démocratique, des libertés, etc., pour rendre un État fort et non pas pour l'affaiblir. Ça, on est tous d'accord, je crois, sur la question. Et nous avons fait dernièrement des déclarations et nous maintenons ça. Nous lutterons entre une lutte algéro-algérienne pour que notre État, pour que notre avenir, l'avenir de notre peuple soit meilleur dans tout ce qui concerne sa vie quotidienne. C'est-à-dire l'état de droit, ses libertés de dire, ses libertés de mais est-ce que si Mohamed Khelfaoui كاين اللي يسمع لك يقول لك يا ودي بالك vous êtes dans le populisme sachant que ce pouvoir algérien
ne tient qu'avec l'apport de ces puissances, dont la France, si on peut dire. Et que, est-ce que vraiment nous, après 60 ans, on peut parler d'un bilan positif, ou bien au contraire, qu'on peut parler des mêmes pratiques qui existaient auparavant du temps du colonial français. Aujourd'hui, on emprisonne des militants politiques, on les jette en prison. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui quittent l'Algérie parce qu'ils trouvent pas, ils n'ont pas d'avenir en Algérie. Des harragas, on a parlé du phénomène des harragas. Et cette question, elle est primordiale à poser, si Mohamed Khelfaoui. Ce n'est pas une question algérienne, algéro-algérienne. Oui, absolument. Cette question est là. Nous défendons tous ceux et nous demandons, nous revendiquons, nous rappelons que les gens, les détenus politiques, comme vous le dites, doivent être libérés. Je parle des détenus politiques, pas des gens qui ont été manipulés ou je ne sais quoi, je n'ai pas de dossier. Détenus politiques, détenus de la liberté d'expression doivent être libérés. Ça, nous l'avons dit, d'autres l'ont dit, le peuple l'a dit, même dans ses marches, libérer les détenus politiques. Oui, El Harraga, nous avons cette douleur de voir nos enfants partir face au flot de la mer, bravant tous les dangers. Évidemment, on ne peut pas rester insensible. Et nous demandons, nous exigeons, même parce que lorsque le Hirak était là, il a donné de l'espoir. Et le Harga Hadi, comme le Harga Hadi elle a diminué réellement. On n'entendait plus parler de ce phénomène-là. Même le suicide a diminué. Donc l'État, le pouvoir, les gens qui sont là, sont en train de voir, et nous sommes là pour leur dire. S'ils n'ont pas compris, nous essayons de traduire la demande populaire, le malaise du peuple. Ils vont avoir un peu quand même de ce sentiment de révolutionnaire que la révolution a laissé dans nos cœurs à nous tous, et d'écouter le peuple à travers répondre directement. Je ne sais même pas à rencontrer ou à voir, répondre directement à ça, sinon le peuple algérien est prêt à discuter, à assumer tout cela. Et nous irons de l'avant si eux veulent bien. Parce que maintenir le pays dans toutes ces contraintes et ces menaces policières et autres, ça dénote, ou là, ça procède de quelle logique? Vous maintenir esclave, vous maintenir, je sais pas, sauvage, vous maintenir dans votre ignorance, vous maintenir par la force, vous faire peur. Mais ça procède de quelle logique? Ce n'est pas en tout cas la logique de la Révolution 54 pour laquelle nous, on est aujourd'hui en train d'attaquer, de défendre je ne sais combien de morts noyés dans la Seine ou là sur les trottoirs, tués par l'État français, avec le chef d'orchestre, l'innommable Maurice Pape. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Sadr Sellam, si on revient un peu, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer par rapport au nombre de victimes, parce qu'il y a des nombres qui ont été avancés par plusieurs experts historiens, et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment le nombre exact. Sadr Sellam. Sadr Sellam. Sadr Sellam, est-ce que vous êtes avec nous, Sadr Sellam? On l'a perdu. On va essayer juste de voir cette vidéo, donc si c'est possible, les ikhwa dans la galerie. Donc la minute de silence de Tebboune aujourd'hui, donc en Algérie. On regarde ces images et on revient à notre invité Sadr Sellam.
donc ça c'était des images d'aujourd'hui. Sadr Salem, est-ce que vous êtes avec nous? Sadr Salem? Oui. Ah, oui, très oui, bien. Sadr Salem, le communiqué, selon le communiqué de la présidence, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé donc d'officialiser l'observation d'une minute de silence chaque année à travers tout le territoire national à compter donc d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, comme ça a été déclaré par Macron, mais aussi que beaucoup d'observateurs qui suivent donc ce qui se passe en Algérie pensent qu'il y a une instrumentalisation de cette page de l'histoire ou de notre histoire par le régime algérien? Qu'est-ce que vous pensez, Sadr Salem? Non, l'officialisation de la célébration du 17 octobre en Algérie n'est que justice. Mieux vaut tard que jamais. On ne peut pas parler de l'instrumentalisation. Dans les pays où il y a la pêche aux voix. On utilise la mémoire, on la saucissonne pour solliciter les voix de catégories de descendants de gens qui ont vécu en Algérie. Maintenant, sur les chiffres, je vous ai dit tout à l'heure que nous savons maintenant qu'un ministre de l'Intérieur a fait brûler les archives de la préfecture de police sur cette tuerie. Mais c'est pour ça que les historiens ne voulaient pas s'en occuper. Un historien a besoin d'archives avérées. Mais dans ce cas-là, c'est la mémoire qui a volé au secours de l'histoire, puisque un jeune éducateur qui n'avait même pas le bac, qui était à Argenteuil, où il y avait une forte concentration de familles d'immigrés, à force d'entendre parler de cette tuerie, il s'est mis à enquêter, il a rencontré toutes les femmes de disparus, il était jeune, il évalue à au moins 200 le nombre de victimes. Et à une autre source, c'est Mourad Oustir, qui était un avocat au boulevard Saint-Germain, il a reçu toutes les jeunes femmes de disparus qui venaient de Nanterre, de Colombes, de Jean, de Gennevilliers. Et il y en a une qui était en larmes dans son bureau. Pour la consoler, il lui a dit « Madame, vous êtes 300 dans cette situation ». Donc ça suppose qu'il a enregistré 300 demandes de femmes qui n'ont obtenu le statut de femmes de disparues qu'en 67. Parce que quand elle va au commissariat d'à côté, le policier se paye sa tête en lui disant votre mari est parti au maquis, puis dans d'autres cas il est parti voir sa maîtresse, il vous a abandonné. Il ne voulait pas les enregistrer. Et donc, à mon avis, le chiffre entre 200 et 300 est tout à fait plausible, surtout que c'est la scène. Vous savez qu'on parle des noyés par balle. Hein? Donc, que la scène a rejeté du côté de Mantes-la-Jolie à l'ouest de Paris jusqu'à Rouen. Et à la fin octobre, il y avait une vingtaine de corps rejetés. Mais pour revenir, la tuerie la plus dramatique, c'est les 50 Algériens fusillés dans la cour de la préfecture de police. Et c'est pour aider à dissimuler ces crimes que Papan s'est adressé au recteur de la mosquée à l'époque, Hamza Boubacar, qui était au téléphone avec lui tous les soirs. C'est la raison pour laquelle, quand on voit le fantoche qui est à la mosquée de Paris aujourd'hui se recueillir, il faut lui poser la question entre Algériens, puisque c'est financé par l'Algérie, la mosquée, il faut que cette institution s'explique par la voix du recteur actuel sur sa participation à ce crime et sa participation au mensonge d'État. Genodi m'a dit, j'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous avec Hamza Boubacar. Il savait qu'il connaissait la vérité et qu'il l'a dissimulée. Donc c'est entre Algériens qu'on peut faire progresser la vérité et il faut aller plus loin. Nous avons quelqu'un comme Hicham Aboud qui a accusé l'homme fort de la mosquée dans une vidéo d'avoir posé la bombe de juillet 95 au RER. C'est lui qui donne des ordres au recteur. C'est aux autorités algériennes de tirer au clair cette affaire-là. On a des fantoches qui ont privatisé cette mosquée avec l'argent algérien au moment où les Algériens n'ont pas d'eau au centre d'Alger et on continue à envoyer des imams qui sont l'occasion de prélèvement de bachiche. L'Algérie doit mettre de l'ordre. Et Macron... Sadr Salem, juste... Très bien. Je termine sur Macron. Juste pour préciser, Sadr Salem, vous êtes responsable de ces déclarations, Sadr Salem. On n'est pas autant que... Non, c'est Hicham Aboud. Hicham Aboud, la vidéo d'1 heure,
Il a accusé un caporal qui donne des ordres. On ne peut pas reprendre les déclarations de Hicham Aboud Sadr Salem, qu'il soit Hicham Aboud, il est responsable de ces déclarations et vous êtes responsable aussi de ces déclarations. معليش خلينا برك on va essayer de Tamraoui l'accuse d'avoir piégé les voitures à Riyad al-Fath. Il n'a jamais démenti ce criminel. Sadr Salem, si on revient un peu sur la situation actuelle que vit notre pays. Macron a versé des larmes pour les harkis. Est-ce que son ministre de l'Intérieur peut demander à la mosquée de Paris, à l'émission islamique et au CFCM de ménager une place pour les fils de harkis pratiquants? Il y a 0 fils de harkis dans ces instances de Béni-Oui. Il ne suffit pas de faire des discours et d'avoir des trémolos à la voix, parce que Macron est un lecteur de Keppel qui ne parle que des frères musulmans, et les Français musulmans d'après 62 n'existe toujours pas. Est-ce que Macron va rester s'en tenir à la phrase de Keppel qui ne parle que des frères musulmans, alors que normalement les associations de harkis sont en droit de demander un quota parmi le personnel de la mosquée de Paris qui est entre les mains de Fontoche. Très bien. C'est un autre sujet, Sadr Salem, mais si on revient un peu sur la situation. On va revenir un peu sur la situation que vit notre pays. 60 ans après, on est à la porte donc du 60e anniversaire depuis l'indépendance de l'Algérie. Ça sera donc l'année prochaine, Inch'Allah. Beaucoup d'Algériens... Si ça, laissez-moi juste de vous poser la question, je vous donne la parole, on va finir parce qu'il me reste beaucoup de temps. Beaucoup d'Algériens continuent à penser, qui sont exclus de la décision politique, humiliés, délaissés, opprimés, privés de leur liberté et de leur dignité. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat, Sadr Salem, sachant qu'on a vu le soulèvement des Algériens en 2019? L'Algérie a échoué dans l'institution d'un État de droit et d'une vraie démocratie. Il y a eu la tentative de 89, qui a été torpillée par le carteron de généraux de 92, en utilisant la diabolisation de l'islam aux yeux de l'Occident. L'islamisme n'est qu'un prétexte. Il y a eu le Hirak, qui est une nouvelle expérience, mais on est en train de l'étouffer en utilisant les tensions avec les pays voisins, le Maroc depuis qu'il a normalisé avec Israël, l'alliance avec les Émirats, les Émirats, vous savez, qu'ils ont demandé à la mosquée de Paris de prêcher la normalisation avec Israël s'ils veulent avoir des financements. Donc l'Algérie utilise ces tensions pour engloutir toutes ses ressources dans le militaire et dire il faut une union sacrée et elle veut étouffer le Hirak. Ça va être une autre manière de torpiller la démocratie comparable à celle de 90. Et donc c'est au Hirak de produire une élite qui ne se contente pas de défiler le vendredi de manière rituelle et de rationaliser ses demandes et d'avoir une véritable opposition démocratique qui réclame l'institution d'un État de droit. Et c'est là où on va voir si les donneurs de leçons du nord de la Méditerranée vont appuyer ce courant. Ça m'étonnerait, parce que l'Occident a toujours eu besoin de Béni-Oui, de dictatures qui lui achètent des armes et qui a une coopération sécuritaire. Un pouvoir démocratique dans un pays comme l'Algérie n'arrange personne en Europe. Très bien, merci beaucoup Sadr. Allez-y, vous voulez finir? Oui, je veux dire que... mais là, on est dans la commémoration du 17 octobre, c'est franco-algérien. Si vous voulez un débat sur la démocratie en Algérie, les grands obstacles, les possibilités qui restent, il faut beaucoup plus de temps. Mais là... je sais Sadr Salem, que vous avez beaucoup à dire sur... mais c'est juste pour faire aussi la comparaison entre ce qui s'est passé en 17 octobre 61 et ce qui se passe aussi en Algérie ce 17 octobre 2021, 60 ans après. Merci à vous Sadr Salem. Yatik Saha, historien qui était avec nous. Yatik Saha, c'est Sadr. Barakallahu fik. Si Mohamed Khelfaoui, je vous donne le mot de la fin. Vous avez entendu Sadr Salem, on a échoué donc à construire un pays basé sur la liberté, la démocratie, les valeurs, les institutions fortes. Quel est votre constat? Sadr Salem a parlé du Hirak, du rôle du Hirak aussi.
Mohamed Khelfaoui. Oui, en effet, l'histoire est là. Depuis 1962, il y a un pouvoir politico-militaire, personne ne peut le nier. Les choses sont venues ainsi, si vous me permettez encore une fois de rappeler que, à l'instar des autres pays qui se sont libérés par les armes, l'armée, qui était donc l'institution ou le groupe le plus organisé, avait pris sur lui, ou l'avait donc forcé la main, ou je sais, chaque pays a ses particularités, il a pris le pouvoir. On espère qu'aujourd'hui, 60 ans après, et compte tenu de tous les échecs successifs et des solutions qui n'ont jamais été des solutions, c'est juste des parades à des situations particulières, n'ont pas donné de fruits. Aujourd'hui, après le Hirak ou pendant le Hirak, nous sommes là, nous avons demandé, nous avons fait des propositions, et la dernière date de vendredi ou samedi passé, il est souhaitable, nous demandons, pour que le pouvoir soit fort, que l'Algérie soit forte et que le peuple algérien adhère entièrement et soit dans toute sa dignité, dans tout le respect qu'il est en train de demander, une reconnaissance politique, sociale et politique pour notre grand pays. Et il faut que le pouvoir sache que nous ne voulons pas détruire notre pays, au contraire, nous voulons apporter ce qui nous semble à travers notre vie, depuis notre enfance jusqu'à maintenant, nos constats, nos analyses, ce que nous avons appris ici et là de la part de Moudjahidine et d'autres militants qui ont mené les différentes batailles, pas uniquement pour la libération, et tout ce que nous avons vu, tous les efforts qui ont été investis, et que voici, compte tenu des résultats, nous sommes là, nous avons fait un appel, nous le répétons, je le répète ici, un congrès pour rassembler, réunir et donner les propositions au pouvoir en place avec le souhait qu'ils nous écoutent. Ce n'est pas la police de régler, ce n'est pas le tout sécuritaire. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, il faut les régler avec les matériaux et les procédés qui s'adaptent. L'Algérie a besoin de ça. Nous sommes avec une autre génération qui est en train de subir ce que nous avons subi enfant, nous ne le souhaitons pas. Nous sommes dans une génération qui a perdu espoir. Les Harraga et les autres qui quittent le pays par désespoir également sont là. Il faut que le pouvoir prenne conscience, s'il n'a pas encore pris conscience, mais il faut qu'il touche de la main et qu'il apporte la solution. Merci. Une des solutions, nous y contribuons et nous irons jusqu'au bout pour défendre l'État national qui reste debout, mais que les changements y arrivent, que les changements et des réformes que nous souhaitons tous apparaissent et soient mises en œuvre. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui. Barakallahu fik, merci. Vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Merci à Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, qui était avec nous la première partie de cette émission, politologue. Merci aussi à l'historien Sadr Sellem, qui était avec nous depuis le sud de la France. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Monsieur Ali Joudi, président de Riposte Internationale. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.